Hello and welcome to another episode of Bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Laith Marouf. Laith est un militant des médias et journaliste qui a lancé Free Palestine TV pour soutenir la résistance contre le sionisme et l'impérialisme. Laith, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Heureux d'être avec toi, Jay. Merci beaucoup. Je voulais commencer par Israël-Liban, étant donné que le conflit s'est intensifié. Peux-tu nous donner une mise à jour sur la situation sur le terrain au Liban? the ground situation in Lebanon. Eh bien, depuis hier, lorsque le Hezbollah a finalement riposté après 14 mois de violation israélienne du soi-disant cessez-le-feu, les sionistes bombardent la banlieue sud de Beyrouth, ainsi qu'une grande partie du sud du Liban. Ce matin, l'armée libanaise s'est retirée d'environ 30 positions qu'elle contrôlait dans le sud et s'est déplacée au nord du fleuve Litani, laissant la zone pratiquement ouverte à une possible invasion. Au cours des dernières heures, nous avons vu des tentatives de l'armée israélienne de pénétrer sur le territoire libanais. Il y a environ une demi-heure, les médias israéliens ont affirmé qu'un char tentant de franchir la frontière libanaise avait été touché par un missile guidé et était désormais en feu. Depuis ce matin, le Hezbollah a mené 4 vagues de missiles et de drones, toutes annoncées par ses canaux officiels, visant des positions militaires israéliennes sur le plateau du Golan, en Galilée septentrionale et dans la vallée de la Houla, cette bande de terre qui s'avance depuis le nord de la Palestine, dans la zone située entre la Syrie et le Liban. La bataille est donc engagée. Il est clair que les sionistes veulent envahir le sud du Liban. Mais il est tout aussi évident que le Hezbollah avait envisagé toutes ces possibilités avant de rouvrir le combat avec les sionistes il y a 24 heures. Lors des discussions sur l'invasion terrestre et la résistance contre celle-ci, pourriez-vous commenter si Israël tenterait ou serait en mesure de mener une invasion terrestre, ainsi que les conséquences probables ou la stratégie du Hezbollah pour y faire face? Oui, je veux dire maintenant les villages du sud du Liban sont pratiquement déserts. Même avant le début de cette nouvelle phase de confrontation, beaucoup de ces villages avaient été détruits pendant le soi-disant cessez-le-feu. Ce sera donc une terre vide, sans abri, que les Israéliens vont tenter d'envahir. Et clairement, cela en fait une cible facile pour toute résistance sur le terrain. C'est évident. Vu ce char directement touché par des missiles guidés et les bases de première ligne autour des fermes de Sheba, au pied du plateau du Golan, bombardées ces dernières heures. Cela montre que la résistance, le Hezbollah, est prête et a un plan. Et c'est en réalité très probablement ce qu'ils viennent de faire. Je pense que de plus en plus d'analystes vont se rendre compte qu'ils ont attiré les Israéliens à mobiliser 100 000 de leurs réservistes pour les stationner à la frontière avec le Liban et tenter d'envahir immédiatement le sud Liban. Tandis que leurs lignes d'approvisionnement depuis le centre et le nord de la Palestine sont bombardées à la fois par le Hezbollah et par les Iraniens. Nous allons donc avoir une armée piégée, 100 000 soldats sans voie d'approvisionnement, envahissant un territoire sans couverture. Je pense que nous verrons un grand nombre de soldats israéliens être anéantis si les sionistes décident réellement de tenter cette invasion insensée du sud Liban. Pouvez-vous me parler un peu du rôle du gouvernement à Beyrouth? D'après ce que j'ai lu de certaines déclarations du président Aoun au cours des derniers mois, il semble extrêmement hostile au Hezbollah.
On parle aussi de sa relation avec les États-Unis, l'ambassade, si l'on veut, au Liban. Comment concevez-vous le rôle du gouvernement au Liban, compte tenu de la complexité et de la structure à plusieurs niveaux de la société libanaise? Oui, je veux dire, les déclarations du président Aoun ont été moins hostiles que celles du Premier ministre Nawaf Salam, bien que beaucoup de gens l'appellent en plaisantant Premier ministre Shalom. De toute évidence, il représente les intérêts des sionistes au Liban. Par exemple, il y a eu une réunion conjointe du cabinet au moment où le Hezbollah a commencé son bombardement des positions sionistes dans le nord de la Palestine. Le président, le premier ministre, les ministres du gouvernement et le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Haikal, étaient tous présents. Et il y a eu une altercation verbale entre le chef d'état-major, le général Haikal, et le premier ministre Nawaf Salam. Il y a eu beaucoup de fuites concernant ce qui s'est passé lors de cette réunion du cabinet. Cela a été publié et débattu dans les médias libanais au cours des dernières 24 heures. Dans le plan initial que le général Haikal avait présenté au cabinet, l'armée libanaise devait défendre le sud Liban et coordonner ses efforts de défense avec la résistance dans le sud afin de garantir la protection de ces territoires. Ce que nous apprenons maintenant de ces fuites, c'est que le Premier ministre Nawaf Salam aurait crié sur le chef d'état-major, affirmant qu'il ne permettrait pas à l'armée libanaise de perdre des soldats en défendant le sud du Liban à cause des actions du Hezbollah, telles qu'il les a décrites. Et cela a conduit à une énorme dispute au sein du cabinet. Le président du Liban, bien sûr, n'a pas beaucoup d'influence sur les décisions du cabinet. Ainsi, au final, le chef d'état-major a reçu l'ordre de retirer l'armée libanaise du sud de Talitani et de tenter de désarmer le Hezbollah au nord de Talitani simultanément. Et cela n'arrivera pas, bien sûr. Ce que nous avons vu, c'est simplement le retrait de l'armée libanaise. Illusionary Haikal sees couragement in the capacity to use Hezbollah. Ringnan. Capabilities to confront Hezbollah. So we will not see that. And if it happens, that actually. Et s'il arrivait que d'une manière ou d'une autre, au cours de cette bataille, l'armée libanaise tente d'affronter le Hezbollah, nous pourrions voir pour la première fois le Hezbollah prendre le contrôle du gouvernement, chose qu'il a refusé de faire depuis l'an 2000 lorsqu'il a libéré le pays. Ils sont devenus le seul mouvement de libération de l'histoire à avoir libéré un pays sans en prendre le contrôle politique. Ainsi, maintenant, au milieu de cette guerre régionale pour la survie et l'existence, où le soi-disant ennemi de l'humanité, l'empire pédophile et cannibale et sa colonie, assassine et élimine les dirigeants de l'axe de la résistance, des responsables élus, des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des communautés religieuses, je pense que nous pourrions voir l'axe de la résistance recourir lui aussi à cela. C'est la seule manière pour eux d'avoir une véritable dissuasion. Regardez, l'axe de la résistance, en ce moment, dirigé par l'Iran à travers ses opérations militaires, crée un effet dissuasif. Une attaque contre le territoire iranien signifierait une attaque contre tous les intérêts occidentaux et impérialistes de la région. La seule chose dont ils ont encore besoin pour consolider une nouvelle formule dans leur relation avec l'Empire, c'est que l'assassinat de dirigeants politiques de l'Axe entraîne l'assassinat de dirigeants politiques de l'Empire. Et je pense que c'est ce qui se prépare. C'est pourquoi les émirs vassaux des Émirats se cachent maintenant en Asie et pourquoi les émirs vassaux de Bahreïn se cachent désormais en Arabie Saoudite. In Saudi. This is why the vassals of
C'est pourquoi les vassaux du Koweït se cachent également en Arabie saoudite. Ils ont tous peur d'être liquidés à tout moment par l'axe de la résistance. Les pays que nous venons de mentionner, les Émirats, Bahreïn et le Koweït, je pense qu'ils sont au bord de l'effondrement en tant qu'État en raison de l'absence de ses dirigeants et de l'absence de toute véritable défense militaire américaine. Je sais que ma réponse est longue, mais compte tenu de tout ce contexte, si le gouvernement libanais continue non seulement à éviter de défendre le territoire libanais, mais en plus en vient à affronter directement le Hezbollah, je pense qu'il cessera d'exister au moment même où il le fera. Si je pouvais poser une question de plus à ce sujet, quel est le sentiment parmi les différents segments de la population ou dans les différentes régions du Liban concernant les tensions entre le gouvernement de Beyrouth et le Hezbollah? Oui, écoutez, si l'on examine la composition de la population au Liban, on se rend compte que un peu plus de 50% de la population est chiite. Et ce sont ces personnes qui souffrent directement à cause des campagnes de bombardement sionistes, menées sans distinction, et des ordres d'évacuation. Ainsi, la vague d'évacuation que nous avons observée au cours des dernières 24 heures, ainsi que le déplacement interne au Liban, est plus importante que tout ce que nous avons vu pendant la guerre, ces 66 derniers jours, ou même durant l'année et demie précédant l'entrée en vigueur du soi-disant cessez-le-feu. Nous avons vu environ 1 million de Libanais du sud du Liban et de la Dahia quitter leur foyer et dormir désormais dans les rues ou chercher refuge dans des institutions publiques comme les écoles, se déplaçant vers des zones plus au nord du pays. À présent, cette population est clairement prête à se sacrifier pour défendre sa patrie et pour venger les assassinats de Sayed Hassan Nasrallah et de l'Ayatollah, la plus haute autorité religieuse de l'islam chiite. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ensuite, si l'on ajoute à cela la grande majorité de la population non chiite, à la fois chrétienne et sunnite, elle observe les États-Unis et l'Empire dans son ensemble, l'Empire sioniste dans son ensemble, mener des actions génocidaires, que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen ou maintenant en Iran, avec des attaques délibérées contre les médias, les hôpitaux et les écoles, ainsi que les massacres que nous avons vus dans l'école de filles du sud de l'Iran. Cette population a également vu ce qui s'est passé en Syrie, avec la secte de la mort wahhabite portée au pouvoir par les sionistes. Je pense donc que la grande majorité du peuple libanais soutient la résistance et espère que l'Iran détruira la présence américaine et contribuera à mettre fin à l'existence de la colonie sioniste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout est désormais exposé à l'échelle mondiale. De la même manière que toutes les révélations apparues au cours des 2 dernières années et demie depuis le début du déluge d'Al-Aqsa ont transformé l'opinion publique mondiale et la conscience humaine quant à ce qu'est le sionisme, ce qu'est la Palestine et quels sont les méfaits des sionistes dans des États situés même en dehors de la colonie. En observant la classe Epstein et la manière dont cela affecte la légitimité de vastes pans de la civilisation occidentale. Cela se produit donc au sein de la population libanaise, au-delà même des réalités que vivent les Libanais à cause des sionistes voisins et de la façon dont cela influence leur vie. Le contexte de cette nouvelle escalade est le conflit entre l'Iran, les États-Unis et l'entité sioniste. Vous avez peut-être quelques éléments sur l'aspect régional, mais si je pouvais vous poser une question précise, quelle est, selon vous, la signification ou l'incidence du conflit avec l'Iran et du conflit avec le Hezbollah, et inversement?
En d'autres termes, étant donné qu'il y a désormais deux fronts ouverts en même temps pour Israël, et qu'ils subissent une pression énorme, économique, interne, politique, militaire, etc., comment ferait-il face à ces deux fronts? How would they cope up with these two fronts? Yeah, I think there's a third front coming very soon. Oui, je pense qu'un troisième front va s'ouvrir très bientôt. Je pense qu'Ansarullah au Yémen va se joindre au conflit. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Déjà, le Hezbollah irakien et la résistance en général en Irak bombardent les positions américaines depuis 48 heures et ont pratiquement anéanti la présence des États-Unis ou d'Israël dans la région du Kurdistan, ainsi qu'une base d'espionnage américaine à Bagdad. Nous voyons donc en ce moment même la résistance irakienne commencer à viser la présence américaine en Jordanie, ainsi que la présence française et britannique là-bas. Dès que ce front sera suffisamment affaibli, front is also softened enough, I think the Iraqi resistance will start bombarding the Zionist colony. je pense que la résistance irakienne commencera à bombarder la colonie sioniste une fois que le régime vassal en Jordanie sera soumis. Alors, combien de temps pourront-ils soutenir une telle réalité? La colonie sioniste ne peut même pas se défendre seule contre le Hamas ou le djihad islamique. Jamais. Depuis le 7 octobre, cette guerre est menée par la puissance militaire combinée de ce qu'ils appellent l'Empire juif dirigé depuis Washington. Cet empire de pédophilie et de cannibalisme. Cela inclut tous les pays du Golfe, tous les pays européens, une grande partie de l'Amérique latine et de l'Océanie, et maintenant aussi l'Inde. Voilà donc la réalité. Si la colonie sioniste avait dû se battre seule contre le Hamas, elle aurait cessé d'exister en novembre 2023. Alors, comment se porte-t-elle maintenant, alors que tout l'axe de la résistance l'attaque conjointement, ce qui n'était jamais arrivé auparavant? Je pense qu'elle est dans la pire position de son histoire. Et étant donné que de nombreuses couches de défense aérienne déployées par l'Empire, d'Erbil jusqu'aux Émirats arabes unis, ont été détruites, les défenses aériennes à l'intérieur de la colonie sioniste sont aujourd'hui à leur plus faible niveau. Nous voyons des armes atteindre leur cible aujourd'hui à un rythme qui autrefois nécessitait 10 jours de combat pendant la guerre de 12 jours. Vous voyez, chaque jour pendant la guerre de 12 jours, l'année dernière, nous avons constaté des taux de réussite de plus en plus élevés pour les missiles iraniens. Eh bien, aujourd'hui, au troisième jour de cette guerre, nous observons déjà les mêmes taux que ceux que nous avions atteints vers le 10e jour à l'époque. Et étant donné que les États-Unis n'ont pas pu utiliser, je pense, leur défense aérienne basée en mer pour le moment, ils se sont repliés parce que Chypre a été frappée par l'Iran et le Hezbollah, selon les sionistes. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 4 vagues d'attaques contre Chypre. C'est le centre logistique de tous les efforts américains en Méditerranée orientale. En ce moment, les destroyers et le porte-avions, le Gerald Ford, qui se trouvent en Méditerranée orientale, se retirent derrière Chypre. Il devient donc de plus en plus difficile pour eux d'utiliser leurs missiles Aegis pour défendre la colonie sioniste. Les systèmes THAAD et Arrow fonctionnent à plein régime, et les Iraniens ont déjà frappé plusieurs batteries THAAD et Arrow. Je pense donc que ce qui ressemblait à un effondrement total de la colonie sioniste pendant la guerre de 12 jours paraîtra dérisoire dans les 2 prochains jours. Dans les 2 prochains jours, les États-Unis vont devoir faire un choix au nom de la colonie sioniste. Soit ils mettent fin à cette guerre en se rendant, soit ils devront utiliser une arme nucléaire pour assurer sa survie. Et une fois que cela se produira, je pense que toutes les portes de l'enfer seront ouvertes. Vous pouvez commenter cela. Le Lincoln est en repli dans l'océan Indien.
Je voulais vous poser une question plus large sur le fait de savoir s'il s'agit d'un moment significatif, le début de la fin de l'Empire américain dans la région, ou, si l'on considère la région en termes d'Empire occidental, cela fait au moins un siècle. Et l'inondation de Perse-Alaska a été historique en ce sens, puisque à partir de ce moment-là, la résistance en Palestine est devenue remarquablement liée aux actions d'Ansar-Allah au Yémen. La résistance au Liban a toujours existé, mais un mouvement croissant s'est formé, qui s'est connecté de manière spectaculaire. Je veux dire, il avait toujours existé, mais il est passé au premier plan et est devenu visible pour tout le monde. Pourriez-vous partager vos réflexions sur cette série d'événements au cours des 2 dernières années et sur leur importance pour la région en ce qui concerne la fin de l'impérialisme occidental et du sionisme? Western imperialism and Zionism in the region. Yes, it's been, of course, more than a century. Oui, cela fait bien sûr plus d'un siècle de guerre contre les peuples arabes et les peuples musulmans, mais concentrés autour de la zone reliant l'Afrique et l'Asie. Et en ces 100 et quelques années jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de presque 30 millions d'Arabes qui ont été victimes de génocide, de la Mauritanie à l'Irak, en passant par le Yémen, dans ce triangle. Bien sûr, tu sais, la vie des Arabes, tu vois, ne vaut rien pour beaucoup sur cette planète. C'est ainsi au moins que l'Empire a réussi, en tuant toute sympathie pour les peuples arabes en tant qu'êtres humains. Donc tu vois, cette guerre, la guerre dans cette région, ne s'est jamais arrêtée. Pour nous, la Première Guerre mondiale ne s'est jamais terminée. Je sais que c'est difficile à imaginer pour les gens en dehors de cette région. Mais c'est une guerre ininterrompue depuis la Première Guerre mondiale. Et maintenant, nous arrivons enfin à une sorte de crescendo de cette guerre centenaire. Et vous savez, le 7 octobre et les génies qui ont conçu le 7 octobre ont changé le monde, pas seulement la région. Ces génies qui ont conçu le 7 octobre savaient qu'ils ne vivraient probablement pas pour voir la conclusion du 7 octobre. Ils ont décidé de, vous savez, sacrifier leur vie pour la liberté que nous voyons maintenant se développer à l'échelle mondiale, pour l'humanité. Et je pense, vous savez, je sais que nous sommes sur une plateforme de gauche, communiste, mais il est parfois difficile de ne pas voir le divin dans ce qui se passe dans la résistance du peuple palestinien, du peuple libanais, du peuple yéménite et iranien, et ainsi de suite. Il est également impossible de nier que les suprémacistes juifs dans la colonie et la classe pédophile et cannibale qui dirige l'Occident sont religieux. C'est difficile à nier. C'est impossible à nier lorsque les sionistes nous répètent, jour après jour, que tout cela est fait au nom du judaïsme, contre Amalek. Ou lorsque vous entendez les discours de Hegseth, le secrétaire à la guerre, hier encore, parler de l'islam et le dénigrer. Et la manière dont tout l'Occident en parle. En ce moment même, des rapports provenant de l'armée américaine indiquent que des officiers disent à leurs soldats qu'il s'agit d'une guerre sainte. Alors, une fois que nous voyons cela, et que nous voyons comment, même si le Hezbollah, par exemple, n'était pas prêt ou n'avait pas été informé que le 7 octobre allait se produire, ou que l'Iran ne savait pas que cela allait arriver, ou que les Yéménites ne le savaient pas. Et une fois que nous voyons comment la direction de tous ces membres de l'axe de la résistance a décidé, d'une manière ou d'une autre, de défendre Al-Aqsa, le drapeau, et les Palestiniens contre le génocide à Gaza, quel qu'en soit le prix, et comment les événements se sont déroulés, et comment chaque sacrifice qui nous a rendus, nous tous, l'humanité entière de plus en plus triste, a aussi réveillé encore et encore des parts de notre humanité. Et maintenant, au moment où nous étions tous dans l'heure la plus sombre de l'humanité, voyant Maduro trahi et vendu par son propre gouvernement, voyant le génocide, voyant les assassinats de grandes figures comme l'ayatollah Khamenei, dans ce moment de désespoir, le soleil se met à briller sur nous tous,
Vient l'éveil de l'humanité, vient le point de non-retour pour les sionistes et l'élite cannibale et pédophile de l'Occident. Et donc, en regardant en arrière, 2 ans et demi après le début de cette guerre, je pense que nous sommes à un carrefour en ce moment. We are at a crossroad right now. And this crossroad is on the one side. Et à ce carrefour se trouvent, d'un côté, les membres et les nations de l'axe de la résistance, prêts à sacrifier leur propre existence pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien et de l'humanité en général, et pour nous libérer tous. Et de l'autre côté, il y a la guerre éternelle, l'esclavage éternel, la mort éternelle pour nos enfants. Ainsi, l'humanité va devoir faire un choix. Nous sommes prêts ici. Notre direction est prête ici. Nos combattants sont prêts ici à se sacrifier, non seulement pour leur propre libération, mais pour la libération de l'humanité. Et le reste de l'humanité doit se demander, est-elle prête à intervenir pour se sauver elle-même, ou veut-elle être esclave pour toujours? Does it want to eternally be slaves? Vous avez parlé d'humanité. J'aurais aimé que vous disiez aussi quelques mots sur les frappes à Minab, dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, qui ont tué plus de... Eh bien, je crois que les nouveaux chiffres tournent autour de plus de 150 personnes. Et sur la laideur de ce qui s'est passé, compte tenu de la propagande sur la décapitation de bébés lors de l'opération Alaska Flood, de toute la propagande allant de l'Afghanistan à la Libye, à l'Iran et à l'Irak, au sujet de la liberté des femmes en Occident, et du silence du New York Times et du Washington Post. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous ressentez à propos de ce qu'ils ont fait en Iran? Oui, je regardais quelques heures de diffusion en direct depuis l'Iran, les funérailles de masse d'environ 180 enfants, des moments très très tristes. Bien sûr, les sionistes ont également visé un terrain de volleyball féminin, tuant toutes les jeunes filles qui y jouaient. Ils ont aussi frappé plusieurs hôpitaux, dont l'un est l'hôpital Gandhi à Téhéran. Il porte le nom du grand libérateur de l'Inde. Et cela dure, bien sûr, depuis 2 ans et demi. Les principales cibles d'Israël et de l'Empire dans son ensemble sont les hôpitaux, les écoles et les médias. Nous avons vu les attaques contre le complexe médiatique officiel du gouvernement iranien à Téhéran la nuit dernière. D'ailleurs, ici à Beyrouth, la nuit dernière, les sionistes ont attaqué près des bureaux de la chaîne Al-Mayadeen avec 5 missiles. Nous sommes allés filmer la scène et le reportage devrait être diffusé aujourd'hui sur Free Palestine TV. Ils ont également pris pour cible la famille de la correspondante de guerre d'Al-Mayadeen dans le sud Liban, Fatima Ftouni. C'est l'une des journalistes les plus courageuses du Liban. Elle se trouve toujours dans le sud, en train de filmer en direct pour la télévision Al-Mayadeen. Ils ont visé sa famille. 7 membres de sa famille ont été tués, martyrisés. Voilà comment les sionistes, les impérialistes opèrent. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas gagner militairement. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est briser la volonté du peuple en brisant nos cœurs, en commettant ces infanticides, ces écocides, ces féminicides, ces génocides contre les dirigeants médicaux et journalistiques de nos sociétés, ouvertement, en riant devant nous, en essayant de nous faire croire que personne ne peut les arrêter. Voilà la réalité de la guerre menée par l'Occident aujourd'hui. Il n'y a aucune limite, rien de sacré, aucune règle. Et pourtant, oui, la résistance continue de se conduire, l'axe de la résistance dans son ensemble, selon des règles de guerre humaine, ne visant rien d'autre que les positions militaires des États-Unis, de leurs vassaux et de la colonie sioniste. Je pense que tant que cela restera la norme, les sionistes continueront de viser des civils. Cela me fait mal de le dire, mais je pense que les hôpitaux de la colonie sioniste doivent être rasés.
Cela me fait mal de le dire, mais je pense que les médias israéliens et les médias impérialistes de la région, leurs bureaux doivent être rasés avec leurs occupants à l'intérieur afin de créer un effet dissuasif. Tant qu'il n'existera pas de dissuasion disant « Vous faites cela, nous ferons de même », ils continueront de privilégier les cibles civiles par soif de sang. Par conséquent, nous devons créer une dissuasion équivalente sur ce front. Ma dernière question, revenant à ce que je considère comme le point central, concerne la résistance en Palestine et la lutte pour la liberté là-bas. Que signifient tous ces événements, ce moment, ces processus historiques? Qu'implique-t-il pour la résistance en Palestine, étant donné que les forces d'occupation israéliennes contrôlent encore de vastes parties de Gaza et de la Cisjordanie occupée? Elles légalisent et étendent davantage de colonies. Elles ont ouvert les registres fonciers pour des colonies qui étaient considérées comme illégales, non seulement selon les critères de 1967, mais même au regard des accords d'Oslo de 1995. Et vous avez parlé du déploiement de 100 000 réservistes qui ne sont pas piégés. Nous savons que la résistance palestinienne n'a jamais disparu. Le Hamas ne s'est pas rendu, le djihad islamique ne s'est pas rendu, le FPLP ne s'est pas rendu, et les Palestiniens ne se sont pas rendus. Que signifie tout cela pour la Palestine? Oui, je veux dire, nous voyons depuis 48 heures des vidéos en provenance de Cisjordanie montrant ces voyous suprémacistes juifs déchaînés dans des villages palestiniens, entrant dans les maisons des gens et leur tirant dessus pendant que l'armée israélienne les protège. Bien sûr, cela fait un moment que c'est la norme. Mais maintenant, dans ces conditions, ces suprémacistes juifs se sentant impuissants face à de vrais combattants et de vraies armées, comme dans leur affrontement avec l'Iran, ils s'en prennent à des civils non armés dans des villages isolés de Cisjordanie pour évacuer leur frustration et se donner l'impression d'être des hommes. Donc cela se produit. Et la résistance, je pense en Palestine, attend son moment. En ce moment, il ne peut pas entrer dans une confrontation avec les sionistes en Cisjordanie ou à Gaza sans que les missiles iraniens ne préparent le terrain pour eux. Mais cela va venir, très certainement. Je pense qu'il y a même une possibilité que la résistance irakienne se déplace vers la Jordanie dans les prochains jours. À mesure que les défenses aériennes et les positions militaires jordaniennes commencent à s'effondrer sous le poids du bombardement mené par la résistance iranienne et irakienne. Et cela affectera toute la Cisjordanie, une fois que la plus longue frontière de la Palestine sera exposée à des opérations terrestres. Nous ne voulons donc pas aller trop vite en besogne. Mais il est clair que cette guerre est différente de toutes les autres menées au cours des 2 dernières années et demie ou des précédentes vagues de conflits. Cette guerre va ouvrir des possibilités qui n'étaient pas disponibles à d'autres étapes de ce combat. Et je pense que la population palestinienne, rien que par le fait d'exister après 100 ans de cette guerre et de la campagne génocidaire menée contre elle, est une énorme épine dans la gorge des sionistes et, à tout moment, bien sûr, sera active. Et je pense qu'elle le sera, il suffit d'attendre. Cette guerre ne va pas se terminer avant un mois, d'accord? Et il se peut que si d'ici la fin du mois, il n'y a pas de reddition de l'Occident, c'est alors que nous pourrions voir la possibilité d'une guerre mondiale. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais je pense que la résistance palestinienne sera active dès que le terrain aura été assoupli pour elle par les bombardements de l'Iran et des membres de l'Axe de la résistance. Comme toujours, merci beaucoup pour votre temps. C'était une conversation merveilleuse. Ravi d'être avec vous. À bientôt, Inch'Allah. Hi, my name is Ayushman.
Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.